vous êtes nombreux et nombreuses à poser des questions, ok? Je vous ai dit de me poser des questions parce que j'ai réussi à avoir Monsieur Pasoki, comme monsieur qui est avocat en immigration, dans le droit civil, c'est ça? Oui, je fais de l'immigration. Pour ne pas dire n'importe quoi, je vais dire. D'accord, ici, je fais des dossiers d'immigration au Canada, je fais du droit de la famille, je fais aussi les dossiers de droit criminel. Donc, moi, j'ai repéré des questions. J'ai pas pris toutes les questions parce que d'autres, je vous ai répondu, mais ceux qui relèvent vraiment d'un point de vue assez professionnel dans le domaine. Donc, je les ai gardés pour pouvoir vous les poser, Monsieur Pasoki. Donc, ma première question vient de Bill Gates Bevis en togolais. Il nous demande que vous nous parliez un peu des super visas pour le parrainage pour époux. Ah, ouais, c'est quoi le super visa et comment ça fonctionne? C'est quoi le parrainage et comment est-ce que ça fonctionne par rapport aux époux et aux parents? D'accord. Le super visa, c'est le visa obtenu par un parent ou un grand-parent pour visiter son fils résident permanent ou citoyen canadien au Canada. Ok. Ça, c'est pour la visite. Donc, le parent ou le grand-parent obtient le visa. Pour l'enfant, peut-être? Pas l'enfant. L'enfant, non? Si c'est l'enfant, c'est un visa simplement qu'il obtient pour Ok. Mais un super visa, c'est le grand-père ou le parent? Voilà, c'est les parents. Les parents. Voilà. Ok. Donc, ça. voilà. Ok. Super. Okay. Il vient visiter le fils résident permanent ou le fils citoyen canadien. Pour les couples, par exemple, qui sont déjà ici, la femme qui est résident permanent peut inviter son père ou sa mère ou son grand-père ou son... Même chose pour l'époux, le mari. Ok. Super visa. Ok. Okay. Mais ça, le super visa ne concerne pas les époux et les épouses. De qui? Les épouses et les époux de qui? Du résident permanent ou du S'il citoyen. n'est pas déjà au Canada, hein, c'est ça? S'il est déjà au Canada. Il prend juste un visa normal visiteur, normal visiteur. Ok. Le super visa, c'est ça vraiment... concerne les parents et les grands-parents. C'est tout. Oui. Ok, parfait, merci beaucoup. Et il y a pour le parrainage alors? Le parrainage, en tout cas, c'est un programme d'immigration qui permet de faire venir son époux ou son épouse si on est déjà résident permanent ou citoyen canadien. Je donne un exemple concret. On est au Canada comme résident permanent ou citoyen canadien. On a sa femme qui est encore à l'extérieur du Canada. On est marié ou on est conjoint de fait. Je ne sais pas, ça varie. Et on veut faire venir la personne ici. Donc, ça s'appelle aussi le regroupement familial. Ok. Donc, on a la possibilité de faire une demande de résidence permanente, donc, dans la catégorie de regroupement familial, et faire venir l'époux ou l'épouse à travers le parrainage pour que la personne, ça vise la réunification de la famille en tout cas. Oh, ok, super. L'autre époux qui est, ou l'épouse qui est à l'étranger, obtient un visa de résident permanent et rejoint son conjoint ici. Bon, maintenant, un élément important aussi à souligner, à travers la question qu'il a posée, on peut entrevoir aussi un autre élément. C'est vrai que quand le parent ou le grand-parent obtient le super visa, le IRCC a institué un programme, bon, il n'est pas un programme régulier, c'est un programme spécial qui permet de parrainer aussi les parents ou les grands-parents. C'est-à-dire que le résident permanent ou le citoyen applique, parce que c'est une période d'ouverture, on ouvre le programme, et on dit ceux qui veulent parrainer leurs parents ou les grands-parents doivent postuler, c'est-à-dire que tu postules, tu appliques. Et ça joue un peu comme l'autorité déjà, c'est des tirages. Si tu as la chance d'être sélectionné, on va t'envoyer, en tout cas, IRCC va t'envoyer une lettre qui te dit que tu es sélectionné, tu peux parrainer ton parent ou ton grand-parent ou tes parents. Ah, ok. C'est un programme spécial. Ce n'est pas un programme régulier comme le programme des travailleurs qualifiés, par exemple. Il y a le programme de parrainage régulier, parrainer son fils, sa femme, pour venir comme résident permanent. Ça vise la réunification de la famille. Et parrainer un parent ou un grand-parent, c'est un programme spécial. Il n'est pas régulier. Par exemple, je pense la dernière fois qu'ils ont lancé ça, c'est en 2020 ou en 2021. Ça continue. À chaque période, ils envoient des invitations. Bon, on attend de voir la prochaine ouverture
Ça va être quand? On ne sait pas. En grosso modo, on peut retenir que il y a le programme de parrainage des époux ou des enfants en charge qui vise la réunification de la famille. Et il y a le programme spécial de parrainage des parents et des grands-parents. Et ça, ce n'est pas un programme régulier, c'est un programme spécial. Et ça dépend de la date d'ouverture. C'est le gouvernement, en tout cas IRCC, qui décide quand est-ce qu'il donne la possibilité. On ouvre et on ferme. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, ils disent ceux qui veulent parrainer leurs parents doivent appliquer à compter d'aujourd'hui. Sachez que ça prend fin peut-être, disons, 30 septembre. Ou je sais pas. Donc, ils donnent une période, un mois comme ça. Il faut postuler dans cette période. Oui, exactement. Okay. Super. Passer ce délai, vous pouvez plus soumettre. Il faut que l'on soit à l'affût. Exactement. Il faut être à l'affût des informations. Okay, parce qu'ils publient ça. Ok, ils publient ça où? Bon, sur le site où ils font des annonces. Ok. Oui. Donc ça prend vraiment quelqu'un qui fait des recherches. Ça s'annonce, ils annoncent ça quand même. Cela nous permet de savoir qu'il y a beaucoup de programmes capsules comme ça que nous ignorons. Donc, c'est important aussi quand tu veux faire quelque chose de te renseigner au maximum sur la chose. Et les avocats sont là au Canada ici pour vous aider par rapport à ça. Et pour aller plus loin, parce que sa question aussi regroupe aussi beaucoup d'éléments. Allons-y. On peut aussi parrainer des sœurs, des frères, des neveux qui sont orphelins de père et de mère et qui ne sont pas autonomes financièrement. Orphelins de père et de mère, n'être pas autonome financièrement et être mineur. Il peut être comment ça s'appelle? Il peut être majeur, mais s'il n'est pas autonome financièrement, oui, il peut être parrainé. Ben, c'est intéressant ça. Voilà. Parce que le critère, c'est qu'il il ne doit pas être autonome financièrement. Ça, c'est très intéressant. On peut voir que vous prenez beaucoup votre temps pour nous expliquer cela et c'est un privilège. Ma prochaine question maintenant est de savoir, elle vient de qui déjà? On va voir. Bon, il n'y a pas de nom exact. Est-il possible de changer de programme une fois au Canada? Exemple, DEP en comptabilité changé en un DEP en aide-soignant, par exemple? Oui, on peut changer de programme d'études ou de formation au Canada, mais il faut alors voir si on était venu pour, je ne sais pas, un degré donné, par exemple maîtrise, et on veut revenir à la licence ou un DEP. Il faut demander, si nous sommes dans la province du Québec, il faut changer alors le CAQ. Et si? Est-ce que si on est dans une autre province, on a besoin de la lettre? C'est quoi la lettre là? Le LAP. La LAP, c'est la lettre d'attestation provinciale. Est-ce que dans d'autres provinces, on a besoin de ça? Oui, parce que désormais, la province atteste qu'il y a une place pour vous. Il faut forcément aussi demander cette lettre-là. Ok. Donc, en grosso modo, oui, on peut changer de programme si on obtient la permission de la province, si on est au Québec. Okay, moi, je veux gratter un peu. Je ne sais pas si je peux, oui. Mais est-ce que vous conseillez pour une personne de postuler pour un LAP ou un CAQ pour un programme moins dispendieux? C'est-à-dire quitter un programme élevé. Je sais que généralement, si je dis n'importe quoi, vous pouvez me contredire. Oui. Tu peux me contredire. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que je peux quitter peut-être du DEP pour un programme de baccalauréat, mais est-ce que je peux quitter dans le programme de baccalauréat de maîtrise pour un DEP? Est-ce que ça va être facile pour que je puisse avoir mon CAQ? Si vous étiez au baccalauréat, vous régressez. Je ne sais pas, vous avez un DEP, ça demande à changer le CAQ. Parce qu'on vous a accordé le CAQ pour le programme de baccalauréat. Oui, moi, ma question, c'est de savoir si j'ai assez de chance. Parce que on a pu remarquer que beaucoup de personnes... Vrai, dans un temps relativement lointain, c'était autorisé. OK. Mais ceux qui en faisaient les demandes obtenaient facilement le changement.
Mais avouons que depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de refus par rapport à ça. Peut-être que c'est parce que les gens en abusent. Toujours ça. Voilà. Toujours. Mais si on change juste de programme d'études, on est venu pour la comptabilité. On veut aller peut-être en droit, si vous voulez, au même degré. Au même degré, Degré qui n'a pas changé. Parce que, okay. oui, c'est juste le domaine que tu changes. Donc, le LAP et le CAQ sont pour un même degré. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas changé ni le permis d'études, ni le CAQ. Mais si vous changez vraiment d'école, okay. Et vous quittez l'université pour aller au collège, okay. Il faut changer. C'est ça. Donc, si je comprends bien, la personne qui pose la question peut facilement changer un DEP de comptabilité en aide-soignant. Oui. Parfait. Tout à fait. Ça, c'est une question d'actualité de chez Actualité, les gars. Si quelqu'un rentre avec un visa visiteur, comment peut-il faire pour obtenir un permis de travail? Bon. De nos jours, quand on voit tout ce que le gouvernement a sorti là. C'est vrai. Actuellement, là, on est, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, mais actuellement, aujourd'hui, on est le 20, c'est ça? Oui. On est le 20 septembre 2024. Qu'est-ce que vous dites? Non, la réponse est non, parce que la politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de demander un permis de travail depuis le Canada a été mise tout récemment. Donc la réponse est non. Quand on est visiteur au Canada, désormais, on ne peut pas demander un permis de travail depuis le Canada. Et la nouvelle est sortie ce mois. Oui, exactement ça. Donc, désolé pour ça. Oui. Pour ma prochaine question, on me dit, je n'ai pas mis le nom. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Dior, je vis au Congo, Brazzaville. Comment se déroulent les étapes de la demande d'asile? La demande d'asile, l'étape première, c'est que on a un visa, on arrive au Canada, on est persécuté peut-être dans son pays, on n'arrive pas à quitter son pays, on peut demander l'asile à son arrivée à l'aéroport. Dès qu'on arrive à l'aéroport. Là, c'est une prochaine question que vous êtes en train de répondre là. Quelqu'un demandait déjà, mais je suis très contente que vous le mentionnez. Là, on fait une pierre deux coups. Oui. Juste la lire et vous allez aller plus en profondeur par rapport à ça. Oui. Donc, la personne demande tout simplement demander l'asile dès l'aéroport. Y a-t-il des inconvénients? Donc, vous pouvez continuer. Il n'y a pas d'inconvénient. Okay. Dès que la personne arrive à l'aéroport, si elle craint d'être persécutée dans son pays ou qu'elle a été persécutée, et elle craint d'être persécutée en devenant son retour, la personne a la possibilité de demander l'asile à l'aéroport ou dès qu'elle rentre sur le territoire canadien, elle peut le faire une fois rentrée sur le territoire canadien. Ah, ok. Donc, on a la possibilité de demander l'asile soit à l'aéroport ou le demander une fois qu'on est sur le territoire du Canada. Et les critères, c'est la persécution. Oui, il faut avoir, en tout cas, il faut craindre d'être persécuté dans son pays. La Convention internationale sur la protection des réfugiés énumère limitativement les cas pour lesquels on peut demander l'asile. On ne peut pas demander l'asile pour n'importe quel motif. C'est très bon à savoir. C'est quoi les cas? C'est quoi les raisons donc de demande d'asile? Ok, on peut demander l'asile pour les motifs de racisme. Ok. Oui. On peut demander l'asile si on est victime de discrimination fondée sur sa nationalité. Et on peut demander l'asile aussi pour des motifs religieux. On peut demander l'asile pour les motifs politiques. On peut demander l'asile pour des motifs de mariage forcé. Et on peut demander aussi l'asile pour les motifs d'homosexualité. Okay. Parce qu'on sait que l'homosexualité n'est pas autorisée dans certains pays. Donc, merci beaucoup. J'ai une prochaine question. Allô, maître, voici ma question. J'ai fait la visite médicale pour le compte du visa étudiant depuis le 15 juillet jusqu'à ce 12 septembre. Je n'ai pas de réponse. Toujours pas de réponse. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Depuis le 12 juillet. De cette année. Oui, nous sommes en septembre, juillet, août, septembre. Bon, c'est vrai que chaque dossier est un cas particulier. Hein. Donc, bon, c'est difficile de se prononcer aussi sur un cas particulier dont je n'ai pas tous les éléments. Ce qui est sûr, on connaît les délais. Les délais sont passés peut-être de 12 semaines à
comme bien tout récemment, ils ont diminué un peu les délais. Bon, il arrive des cas comme ça aussi qu'effectivement, on demande on fait la demande et on ne répond pas. Moi, je pense que il va falloir s'adresser à IRCC. Peut-être il va envoyer un courrier, comment ça s'appelle, le formulaire web. Il peut demander, il peut se renseigner sur le traitement de sa demande en envoyant un message à travers le formulaire web. Super, merci beaucoup. Donc, parce que c'est difficile pour moi de me prononcer sur pourquoi jusqu'à présent. Je peux le confirmer parce que moi, par exemple, on m'a dit que quand tu fais ta demande, tu fais ta biométrie. On peut t'appeler entre-temps. En tout cas, moi, j'ai migré en 2016 et on pouvait t'appeler même 2 jours après, 5 jours après et tout. Et d'autres personnes, ça prend réellement une semaine, 2 jours. Et d'autres personnes aussi, ça prend plus de temps. Moi, on m'a dit soit prêt à tout moment. On peut t'appeler demain ou après-demain. Et moi, j'ai fait comme ma demande en 2015. En tout cas, j'ai fait en 2015. J'ai fait en décembre 2015. J'étais supposée, en tout cas, ma valise était prête en 2015, en décembre. Et on me dit, fais ta valise parce que à n'importe quel moment, on peut t'appeler. Et j'ai attendu jusqu'en avril 2016 pour avoir mon permis d'études et pour mon visa. Donc, on peut le dire que, et d'autres personnes, comme je dis, ça prend une semaine. Donc, ça varie. On peut pas le dire clairement. On peut pas. Et il y a beaucoup de critères aussi. De quel pays il vient. Peut-être qu'ils sont en train financiers aussi, ils sont en train de vérifier les informations qu'il a données dans sa demande et tout et tout. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Et s'assurer aussi vraiment que la demande est soumise. Parce que ça aussi, parce que quand on soumet la demande, ça génère un accusé de réception qu'on imprime là, ça vient automatiquement après. Est-ce qu'il a reçu? S'il a reçu, d'accord, donc c'est bon, ça prouve que la demande est bien soumise. Donc maintenant, si le traitement a commencé, est-ce qu'il a déjà fait la biométrie? Est-ce que ça a généré Oui, c'est la biométrie dont elle parle. Elle a fait la biométrie, d'accord. Donc, le 15 juillet. Il peut s'adresser vraiment à IRCC en leur envoyant un message à travers le formulaire web pour savoir où est-ce qu'il a rendu sa demande. Le traitement de sa demande. Super, merci beaucoup. On a certaines questions qui reviennent beaucoup et beaucoup de personnes m'ont posé donc la question, c'est de savoir... Quelqu'un dit, ma procédure de visa visiteur depuis le mois de novembre 2023, avec tout le changement ces temps-ci, y a-t-il une possibilité de changer et faire une autre demande de résidence permanente? Et je vais la combiner avec une question qui nous dit ici, j'ai 20 ans, je souhaite immigrer en tant que résident permanent. Comment dois-je y procéder? Donc, la première question, c'est de savoir est-ce que je peux changer ma demande? J'ai déjà une demande de visa visiteur. Est-ce que je peux changer cette demande pour une demande de résidence permanente? Et si oui, donc, dans le cas, la prochaine question, c'est de savoir comment la personne doit procéder. S'il y a une double intention là-bas, c'est ce que nous appelons le principe de double intention. Vous avez dit que vous venez résider au Canada temporairement, donc en demandant un visa visiteur. Maintenant, si vous dites désormais dans une autre demande, écoutez, moi je vais venir vivre de façon permanente au Canada, il y a un problème. Ça ne fait pas de sens. Oui, ça ne fait pas de sens parce que on va dire, mais quelle est son intention? Ça veut dire que si on te donne le visa visiteur, ça veut dire que tu viendras plus, quand tu seras au Canada, tu ne vas plus repartir. Ah. Donc, il risque d'essuyer un refus de sa demande de visa visiteur. Okay. Parce qu'il a déjà donné son intention déjà dans une autre demande. Ok. Donc, ça va poser un petit problème au niveau de... Il y a un problème au niveau de l'intention. Ok, maintenant pour la personne de 20 ans qui veut savoir comment est-ce qu'il peut procéder pour le visa de résidence permanente, qu'est-ce que vous le conseillez de faire? Ben, ça dépend de... Il a 20 ans, c'est bon, c'est un jeune âge, il a plus que 18 ans, c'est bon. Maintenant, quelle formation a-t-il obtenu? Il a quel niveau d'études? S'il est qualifié, parce que on a énuméré tout à l'heure les critères. Dans une précédente vidéo que je vous renvoie vraiment d'aller voir, ça va mieux vous aider et mieux vous éclairer pour pas que M. Passoki revienne sur ce qu'il avait déjà aussi dit. À moins que vous voulez dire quelque chose de plus. Non, donc s'il est qualifié, il peut immigrer, mais ça dépend de... Je pense que
il faut qu'il consulte un professionnel. Justement. Formellement, la personne, le professionnel va vérifier son profil. Ça dépend de son profil. Et donc, on parle dans ce cas de l'entrée express pour la résidence permanente. Comme Arima. Arima aussi pour immigrer pour le Québec. Super. Donc, monsieur, je pense que vous avez eu la réponse à votre question. Donc, j'aimerais savoir, si possible, que le visa visiteur Canada depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'à maintenant, je n'ai aucune réponse. Est-ce que vous avez une idée? Octobre 2023, nous sommes bientôt en octobre. Un an. C'est vrai qu'entre-temps, je pense en 2022, les délais d'étude, de traitement des demandes de visa visiteur s'étaient rallongés. OK. Mais comme on le dit, chaque dossier est un cas particulier. C'est difficile pour nous de savoir pourquoi il n'a pas de suite jusqu'à présent. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraîner ce retard. Et voilà, donc toujours envoyer un formulaire web à IRCC pour se renseigner sur le traitement de sa demande. C'est difficile de donner la raison pour laquelle jusqu'à présent, comme je viens de le dire aussi, ça peut dépendre aussi des vérifications en cours. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas autorisées à rentrer au Canada. Ouais. Quelqu'un qui a été condamné, par exemple, quelqu'un qui représente une menace en termes de sécurité pour le Canada. Donc peut-être qu'ils sont en train de vérifier tout ça là, c'est ça qui prend le temps. Ou bien parfois les gens payent à travers, en tout cas payent les frais de traitement, ça ne passe pas. On peut te répondre en disant, écoutez, vous n'avez pas payé les frais. Okay. Pourtant, vous avez payé, mais ça peut-être envoyé un message comme quoi c'est passé, mais ça n'a pas passé. Donc, voilà, tant que vous n'avez pas payé les frais aussi, ils n'ont pas remarqué le paiement des frais, la demande ne sera pas traitée. Mais est-ce qu'on peut les relancer? Oui. Comme par un formulaire web? Formulaire web, en envoyant un formulaire web et demander l'état de traitement de sa demande. Donc, de ce que Maître Passoki nous dit, si par exemple tu as fait une demande et tu vois qu'il n'y a pas de retour depuis ce temps-là, tu peux envoyer un formulaire web pour connaître l'état de ta demande et pourquoi est-ce que tu n'as pas de réponse. Sûrement, peut-être que tu n'as pas fait quelque chose dont, comme le maître le dit, peut-être que tu as omis ou bien quelque chose n'est pas bien passé, tu n'as pas bien soumis, tu ne sais pas. Peut-être toi, tu t'attends à quelque chose, mais eux, ils n'ont rien reçu de leur côté. Donc, c'est très important de faire un suivi par le formulaire web. Maintenant, une dernière question, maître. Bonjour, madame. J'ai vu votre vidéo sur TikTok concernant les questions. Ma situation, c'est que j'ai postulé pour... c'est un peu la même chose, hein. J'ai postulé pour le visa d'entrée express travailleur qualifié et j'ai soumis le dossier et avec ma conjointe. De fait, nous avons passé l'étape de la biométrie depuis le 5 décembre 2023 et depuis plus rien. Les mails de réponse sont toujours en traitement, donc les mails qu'on les envoie, traitement en cours, que le dossier a été dirigé vers le Bureau canadien des visas à Dakar. Le dernier mail date du 25 juillet 2024 qui dit, qui dit la même chose encore, que la demande est en train d'être traitée à Dakar. Donc, ça date du 25 juillet 2024. Donc, il est confus. Il veut savoir quelle tenue adopter devant cette situation. OK. Donc, je comprends bien, c'est une demande de résidence permanente pour travailler qualifié? Oui, pour l'entrée express. Et le dossier a été déjà acheminé au bureau de Dakar. Justement. Oui. Donc, ils ont fait la biométrie. Bon, ils sont en train de vérifier peut-être les antécédents. S'il n'a jamais été condamné, s'il ne représente pas une menace pour la sécurité du Canada, s'ils n'ont pas une maladie. Ah bon, ils n'ont pas encore passé le test médical. Donc pour l'instant, c'est la biométrie. La biométrie, donc, il y a plusieurs facteurs vraiment qui entraînent le retard. Le nombre de dossiers aussi en attente. S'il y a beaucoup de dossiers qui ont été soumis avant son dossier, donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. On traite en fonction de la date de réception. Ok, je comprends. Puis, dans ce cas, est-ce qu'il est sur la bonne voie? Il a dit que le dernier mail, ça date du 25 juillet 2024. Oui. Donc, il y a de cela deux mois. Donc, vous pensez qu'il est sur la bonne voie? Oui, il faut patienter. Je vais profiter de votre micro aussi pour essayer d'exhorter nos frères et sœurs
L'immigration au Canada, ça demande beaucoup de patience. Hein. Il faut Ouais, être patient. je confirme. Dès lors que le dossier est dans le circuit déjà, il faut être patient parce que ça peut prendre vraiment du temps. Mais ce qui est sûr, si le dossier est bien monté, qu'il n'y a pas de problème, on finira toujours par obtenir le visa. Ok. Donc, c'est beaucoup de patience quand même pour immigrer. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Ce qui est sûr, c'est des milliers de dossiers aussi qui sont sur leur table. Justement. Et donc, ça peut prendre beaucoup de temps, mais on finit toujours par immigrer. Wow. Est-ce qu'on le prend comme votre mot de fin? Oui, oui. Vous m'avez invité dans vos bureaux ici aujourd'hui. Vous m'avez accueilli. Merci beaucoup. Et je ne vais pas prendre de plus de votre temps. Vous avez regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire. Et si j'ai la chance de l'avoir, si nous avons la chance de l'avoir prochainement, pourquoi pas, il va venir et répondre à d'autres questions. Aussi, moi, je peux lui poser juste tout simplement des questions parce que je travaille avec lui. Et je vais revenir vous donner des réponses ici, why not? Donc, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Dites-moi vos impressions par rapport à la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine!